Messieurs, dames, bonjour à tous, bienvenue sur Momentum. Je m'appelle Tommy, je suis coach sportif et j'accompagne mes clients dans leur transformation physique au quotidien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le nouvel épisode de Momentum. Donc, du coup, je reviens après une semaine de mariage. J'ai pas eu beaucoup de temps, donc du coup, aujourd'hui, je vais avoir un extrait d'une interview qu'une de mes clientes avait mis en place pour un projet pro. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait faire un super épisode parce que du coup, on aborde un petit peu le coaching et tout ce qui va avec, la vie en salle de sport, etc. etc. Donc du coup, si jamais cet épisode te plaît, je te le dis maintenant, tu peux mettre un petit like, un petit commentaire, et surtout tu peux visiter mon site tmcoaching.fr si t'es intéressé pour du coaching. Moi je te dis à la semaine prochaine, 18h, et surtout, bonne vidéo. Salut. Du coup, première question, quelle place le sport occupe-t-il dans ma vie aujourd'hui? Bah concrètement, c'est aujourd'hui mon gagne-pain. Du coup, je suis beaucoup de personnes, enfin une vingtaine de personnes en continu atteindre leurs objectifs sportifs. Donc du coup, voilà, moi personnellement j'en fais tous les jours, je m'entraîne entre 7 et 11 fois semaine selon les objectifs. Là je suis plutôt à 11 parce que je prépare un Aerox bientôt. Donc du coup on peut dire que le sport occupe une énorme place dans ma vie. Pour faire suite, du coup, il y a ta prochaine question, c'est qu'est-ce que vous venez chercher ou que les pratiquants viennent chercher selon vous dans une salle de sport. Aujourd'hui, bah écoute, je pense que les gens ils viennent chercher avant tout des résultats parce que bah, généralement ils viennent souvent pour de la perte de poids, enfin pour un objectif physique de manière générale. Donc généralement, ils viennent pour ça et pour se dépenser. Je pense pas qu'il y ait une relation énormément sociale à ça, même si forcément il y a des relations qui se construisent. Mais je pense pas que les gens viennent directement pour rencontrer d'autres personnes. Enfin, en tout cas, rarement et de moins en moins avec l'essor qu'on a d'avoir des jeunes dans les salles de sport. Le sport est-il davantage perçu aujourd'hui comme un loisir, une obligation ou un mode de vie? Je pense que ça c'est libre à chaque individu de manière générale parce que bah, forcément il y en a qui viennent par loisir, il y en a qui ont vu des choses sur les réseaux sociaux. Souvent je pense que ça passe par là quand même. Les gens rencontrent voient des influenceurs faire du contenu fitness et donc du coup bah, ils se disent pourquoi pas moi, enfin pas dans le sens création de médias ou enfin de vidéos, de contenu, etc. Mais vraiment essayer d'atteindre des objectifs à travers des choses qu'ils ont vues. Ils ont découvert une discipline, ils ont découvert par exemple le powerlifting qui est en plein essor actuellement, l'Aerox ou ce genre de choses. Et du coup, les gens, à mon avis, adhèrent facilement à ce qu'ils voient. Les questions spéciales pour les coachs. Quelles sont les attentes que vous observez le plus souvent chez les adhérents aujourd'hui? Alors, si je parle uniquement de mes suivis à moi, je dirais que 80% c'est de la perte de poids, c'est souvent des grosses pertes de poids, des gens qui ont essayé des régimes, des gens qui ont essayé de faire les choses un petit peu de manière indépendante et qui se sont rendus compte que forcément bah, ils étaient heurtés, enfin ils sortaient à un mur au final. Désolé, petit bug caméra. Donc du coup ils sortent à un mur parce qu'ils savent pas vraiment quelle méthode employer et donc du coup forcément bah, ils font appel à un professionnel pour se sortir un peu de ça. Diriez-vous que les adhérents sont aujourd'hui plus autonomes ou au contraire plus en demande d'accompagnement? Alors, moi, ça fait maintenant 6 ans que je suis coach, donc du coup, je t'avoue que le recul que j'ai, il est peut-être pas non plus énorme, parce qu'il est quand même post-Covid dans tous les cas. Et j'ai l'impression que c'est mitigé en fait. T'en as qui sont très indépendants parce que justement ils pensent tout savoir de par les réseaux, de par la lecture qu'ils ont pu avoir, depuis les formations, enfin depuis pas mal de choses, même dans les coachs, hein, il y en a beaucoup qui pensent être très autonomes, etc. Alors qu'en fait ils savent rien et il faut rester un peu humble par rapport à tout ça. Je pense qu'on en apprend un petit peu tous les jours de n'importe qui, donc du coup il faut être un petit peu ouvert à toute forme d'accompagnement, toute forme de conseils qu'on peut avoir, du moment que c'est bien accompagné, en tout cas, enfin bien amené. Mais en tout cas, je vois dans mes suivis que quand les gens commencent, ils pensent avoir quelques petites notions, quelques idées, souvent des idées reçues, mais au final, on s'éloigne énormément de la réalité. Typiquement, je dis des bêtises, mais pas de glucides le soir, on peut pas avoir une vie sociale à côté, on peut pas. Enfin, c'est souvent une mentalité de tout ou rien, et donc du coup, il n'y a pas forcément de vraies connaissances tangibles par rapport à ça. Donc derrière, oui, ils ont l'autonomie parce qu'ils arrivent à rester tout seuls pour la plupart, parce que quand tu regardes sur une salle de, je sais pas, 3500, 4000 adhérents, j'ai que 20 personnes qui sont suivies, mais derrière, enfin, en tout cas par mois, mais derrière, je pense pas que ces gens-là arrivent à avancer de manière optimale dans leur pratique. Et donc, du coup, au final, est-ce que ça fait de quelqu'un d'autonome? Je sais pas trop. Sur la thématique numéro 2, du coup, tu m'avais posé la question, qu'est-ce que je pense d'une salle de sport pardon, quand je pense à une salle de sport, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Euh, Moi, clairement, j'ai aussi l'approche
purement business de tout ça. Donc, du coup, je suis implanté dans une salle de sport, j'ai essayé de faire mon réseau, etc. Le but, c'est quand même que je me sente bien dans une salle, que les équipements soient corrects, parce qu'il faut pouvoir s'entraîner. Et que la salle soit en adéquation avec ce qu'ils vendent, on va dire. Il y a certaines marques que je ne citerai pas qui sont là uniquement pour faire de l'argent, après comme toute entreprise, hein, mais qui sont vraiment là pour vendre des abonnements et pas forcément avoir un matériel de qualité ou à minima un cercle dans la salle, enfin une entente qui est correcte. Je pense que tu sais très bien de qui je parle, on en avait déjà parlé assez en coaching. À l'inverse, qu'est-ce qui peut me freiner ou me décevoir ou donner envie de quitter une salle? Moi, c'est, je pense, la surpopulation d'une salle. Concrètement, j'en ai essayé quelques-unes où systématiquement c'était rempli et moi, ça a vite tendance à me gonfler. J'arrive pas à m'entraîner dans ce genre de situation. Et j'arrive pas non plus à vraiment bien accompagner mes clients, donc du coup, ça a tendance à m'énerver. Donc je dirais que c'est ça le premier facteur. Après, si vraiment une salle, j'irai pas vers une salle qui fait que du cours collectif par exemple, parce que c'est pas en adéquation avec mes objectifs physiques. Mais si on est sur un gymnase, enfin une salle de sport classique, type fitness park, on air, basique, généralement, je vois pas forcément de trucs qui pourraient me freiner parce que les prix sont bas, donc on sait qu'on va pas avoir non plus une salle hyper haut de gamme. On sait qu'on va avoir le nécessaire d'entraînement, des machines classiques, des haltères, des barres, et puis qu'on va pouvoir faire le taf finalement. Ensuite, à quel moment un pratiquant décide-t-il, selon vous, de s'inscrire ou de partir? Du coup, j'imagine qu'un pratiquant va s'inscrire quand il en ressentira le besoin et qu'il se sentira prêt à changer et à mettre les efforts nécessaires pour sa transfo physique. Après, il faut voir aussi que sur le long terme, les gens ont tendance à pas tenir si on prend la grande majorité de ceux-ci. Et au final, après un engagement d'un an, parce que les gens sont motivés au départ, on les voit plus forcément. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là qu'ils partent. Je dirais en manière vraiment, si on prend vraiment le plus global, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, dans les questions pour les coachs, qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'un adhérent se sent à l'aise et a envie de revenir? Alors, si je prends mon côté purement pragmatique et que je regarde vraiment les expériences que j'ai eues, et les gens qui restent en coaching avec moi, souvent c'est parce qu'on passe des bons moments ensemble. Forcément, je leur inculque des choses, je leur apprends comment s'entraîner, comment mieux manger, comment mieux récupérer, enfin toutes les bases. J'arrive à leur faire évoluer leur programme, etc. Enfin, tout ce que tu demandes à un coach sportif de base. Mais à côté de ça, je pense qu'on crée des moments qui sont relativement sympathiques et que le côté social est au cœur du métier. Quels sont ah je la garde pas celle-là. Quels sont Quelles sont les insatisfactions ou difficultés que vous entendez le plus souvent chez les adhérents? Je pense que c'est le manque de motivation pour aller à la salle. En fait, les gens ont un coup de motivation, que ce soit au 1er janvier, à l'approche de l'été, à l'approche des fêtes, à l'approche de la rentrée scolaire. Les gens ont envie de changement, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne, hein. On aime bien des grands coups qui font changer toutes nos habitudes. Et donc du coup, ces gens-là s'inscrivent à la salle, et derrière, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, ils ont pas la motivation, parce qu'ils essayent d'avoir une mentalité, encore une fois, de tout ou rien. Ils essayent de changer vraiment leur habitude. Ils viennent de 0 sport par semaine à une alimentation horrible avec fast-food à gogo, commande, pas de cuisine, que des choses hyper transformées, pas d'eau, que des sodas, à essayer de s'entraîner 5 fois par semaine, à dormir 16 heures par nuit, et puis cuisiner tous leurs repas en mode batch cooking. Mais forcément, ça demande de l'organisation, ça demande beaucoup, beaucoup d'adaptation, parce que ça fait 10 ans que tu vis comme ça, donc tu peux pas changer du tout, enfin du tout au tout du jour au lendemain. Ça marche pas, enfin ça marche. J'ai des gens qui ont une discipline hors pair, mais ces gens-là, ils se comptent sur les doigts d'une main, quoi. Comment j'adapte mon accompagnement à chaque difficulté pour les personnes? Du coup, moi, j'essaie d'avoir un accompagnement ultra personnalisé, essayer de communiquer avec mes clients, enfin, avec mes clients élèves, t'appelles ça comme tu veux, et de comprendre le problème dans son ensemble. C'est pas juste bon, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Oui, j'ai pas envie de m'entraîner. C'est ok, pourquoi t'as pas envie de t'entraîner? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se freine? Et s'il y a des choses qu'on peut améliorer? Enfin, j'essaie vraiment de creuser en profondeur, et du coup après on essaie de trouver des solutions vraiment tangibles. Par exemple, essaye je sais pas, de créer l'habitude de venir. Du coup, mets tes chaussures, prépare tes affaires, et essaye de venir juste 10 minutes, et après on verra ce qui se passe, tu vois. Donc vraiment, c'est mettre des petits tips en place qui sont vraiment tangibles pour les gens et qui peuvent vraiment facilement répéter.
C'est fou parce qu'il n'y a pas de cut et du coup, ça va être long. Quel rôle, selon vous, jouent les réseaux sociaux dans l'univers du sport et des salles de sport aujourd'hui? Alors, plus qu'aujourd'hui, déjà, ça fait quelques années que les réseaux sociaux, hein, je pense YouTube notamment, à l'époque, euh, a créé un gros engouement par rapport aux salles de fitness. Donc, du coup, bah, c'est grâce à des Thibaut InShapes, Thibaut InShapes, il a plusieurs formes. Thibaut InShape, From Human to God, Body Time, etc. à l'époque, que j'ai pu me lancer moi-même dans la musculation et donc du coup en faire mon métier. Donc du coup sur ça je cracherai jamais dans la soupe. Maintenant il y a des choses qu'on voit sur les réseaux sociaux, notamment contenu court, TikTok, Insta, où on voit des choses qui sont ultra polarisées parce que bah il y a des idées à faire passer et je comprends très bien le côté algorithmique de la chose, mais derrière il y a quand même du coup pas mal de choses qui sont très peu nuancées de par ça, ce genre de problématique, et donc du coup tu te retrouves avec des groupes de personnes qui se foutent sur la gueule pour essayer de savoir qui a raison alors qu'au final la réponse elle est souvent entre les deux. Donc maintenant ça me pose un petit peu problème aujourd'hui, mais je comprends très bien pourquoi ça arrive. Mais par contre à côté de ça on peut pas dire que bah, grâce aux réseaux sociaux, tu vois, il y a beaucoup de gens qui décident de se prendre en main, qui commencent à faire des choses, et ça c'est relativement louable. Avez-vous l'impression qu'il montre une image fidèle ou déformée de la réalité? Bah, le problème est toujours la même chose, comme je te disais avant, c'est que les discours sont ultra polarisés. Typiquement, tu vas commencer sur une vidéo en mode ne mange pas de glucides le soir, sinon nanana, alors qu'en fait, il y aurait 1000 autres arguments dans l'autre sens pour te dire l'inverse. Donc, du coup, ça me dérange un petit peu, mais encore une fois, c'est le format qui veut ça. Derrière, il y a aussi le côté, on montre des physiques qui sont monstrueux et on en fait la norme. Donc du coup, monsieur, madame, tout le monde se dit qu'il est mauvais, qu'il est pas capable d'avancer. Et du coup, je trouve ça relativement terrible. Maintenant, après, bah, aussi, il y a, je pense, une responsabilité à avoir par des consommateurs de se dire, bah, voilà, c'est un mec qui fait ça, il vit de ça. Il y a la vidéo, il y a l'éclairage, il y a le montage. Enfin, je pense que chacun doit se responsabiliser et comprendre comment et pourquoi on arrive à ce résultat-là. Mais derrière, c'est sûr que ça aide pas de cacher la vérité, entre guillemets. Avez-vous l'impression que les réseaux sociaux influencent le rapport des adhérents au corps, à la performance ou à la progression? Bah du coup, oui. Les gens trouvent des physiques hors normes H24, des choses que tu ne vois jamais en salle, hein, même sur les plus gros gabarits de ta salle. euh, T'as pas des Sam Sulek à tous les niveaux, tu vois. Et donc, du coup, en fait, on voit l'élite sans arrêt, on les voit dans notre feed, hein. Moi, je suis des gens, par exemple, pour l'Aerox, je suis notamment Alan Kao, qui est un des meilleurs Français enfin, dans ce domaine-là. Et en fait, du coup, tu vois des performances qui sont complètement hors normes et tu dis putain, pourquoi moi j'y arrive pas, tu vois. Alors qu'au final, le mec, ça fait 15 ans qu'il s'entraîne, qu'il court tous les jours dans différents sports et du coup, il a des performances. Enfin, c'est un fils d'athlète professionnel qui a fait aussi carrière dans d'autres sports, qui a changé de sport, etc., etc. Enfin, t'as pas tout le background des gens et donc, du coup, bah, forcément, tu peux pas te rendre compte de ce qui se passe. Hmm. Observez-vous des effets positifs ou au contraire des dérives liées à cette influence dans la pratique des adhérents? Et bah du coup, on va parler un petit peu technique enfin, d'exercice, etc. Mais dans l'idée, comme je te disais, l'effet positif, c'est que les gens se mettent à la salle de sport. Enfin, à la salle ou à d'autres sports, hein, d'ailleurs, hein. C'est vraiment le fait que les gens commencent à se mettre en mouvement qui, moi, je trouve ça vraiment... Enfin, c'est une aubaine au final, parce que bah, les gens commencent à réellement se bouger, de plus en plus en tout cas. Et je pense que c'est toujours important de s'aérer la tête en faisant un sport que t'aimes bien, ne serait-ce que pour le côté santé, hein. Derrière, bah oui, il y a des dérives qui sont liées à ça. Tu vas voir des choses, bah, comme je te disais, on va pas dire des dysphories, mais des dysmorphophobies, etc. Tu vas te voir dans ton miroir et tu vas te dire que t'es pas assez mince, que t'es pas assez musclé, que t'es pas assez, au final, voilà. Et à côté de ça, sur le côté purement technique, bah, tu vas avoir des exercices que les gens vont faire sur les réseaux sociaux, tu vas essayer de les copier, alors que c'est des gens qui ont un stade avancé, qui savent se repérer dans l'espace, et toi tu commences à salle de sport et t'essaies de me faire des fentes sur un banc avec un élastique qui te tire dans tous les sens et tu te casses la gueule. Donc enfin, je trouve ça un petit peu compliqué d'essayer de copier des gens qui n'ont pas du tout le même background que toi, mais bon après ça c'est libre à chacun encore une fois, il faut savoir trier les informations ou alors savoir se rapprocher de professionnels pour t'apprendre un petit peu comment faire les choses. Ressentez-vous une pression à être présent ou visible sur les réseaux en tant que coach? Alors, tu le sais, normalement je fais quelques vidéos à côté sur Insta, etc. Là j'ai commencé à réduire un petit peu parce que franchement le rythme me gonflait un petit peu. Il y a cette pression de si tu veux vraiment avoir un business hors norme, il va falloir que tu sois sur les réseaux.
mais derrière, ça veut pas aussi dire que tu vas asseoir ta légitimité là-dessus, parce que de toute façon, tu seras toujours en concurrence avec des mecs qui sont plus gros que toi, et donc du coup, les gens vont aller voir ces personnes-là dans tous les cas, et c'est pas ces gens-là que tu souhaites avoir. Parce que si on te dit, oui, mais je peux avoir gratuitement les informations, etc., oui, c'est très bien, tu peux avoir un programme sur ChatGPT, tu peux avoir des vidéos depuis 2015 sur les réseaux où t'as Thibaut Inchep qui t'explique comment faire un développé couché. Maintenant, c'est bien de savoir les informations, mais regarde, t'es allé en cours, enfin, t'as eu des cours d'anglais toutes les semaines, t'as eu des cours de français, des cours d'histoire, mais maintenant si je t'interroge, tu sais peut-être pas où t'en es et tu pourras pas répondre aux questions que je vais te poser. Donc le sport c'est pareil, donc, t'as les informations, maintenant il faut essayer de réussir à les traiter, à les mettre en place. Donc, du coup ton exercice, tu vas peut-être pas savoir le faire, tu vas peut-être pas savoir adapter ta programmation, même si factuellement t'as les informations, tu vas peut-être pas le mettre en place comme il faut, et du coup c'est là où nous on apporte une réelle plus-value, et finalement la pression elle retombe rapidement quand tu fais ça. Maintenant les réseaux sociaux c'est marrant, moi je m'en sers plus de par mon podcast pour essayer d'avoir une espèce de régularité et de me forcer à avoir un petit peu de focus sur les objectifs et de régularité. Voilà. À côté de ça, si vous êtes coach sportif, depuis ou avant le Covid, a-t-il eu un impact positif ou négatif sur le métier de coach sportif? Si oui, lesquels? Alors, malheureusement, moi j'ai été diplômé pendant la phase du Covid et j'ai commencé l'activité à ce moment-là, donc du coup je pourrais pas forcément répondre à cette question vraiment en tant que pro. Par contre, j'ai vu les gens évoluer dans le milieu et a priori, disons que le budget des gens n'est plus le même par rapport aux circonstances actuelles. Donc, du coup, il y a peut-être un petit peu moins de possibilités de vendre beaucoup de choses, mais le fait est qu'on fonctionne aussi et que j'ai réussi à lancer mon activité à post-Covid et que tout va bien pour moi. Donc, du coup, j'imagine que l'impact n'est pas si grand, en tout cas si tu arrives à te renouveler et à faire les choses de manière à peu près décente. Alors, on arrive sur la dernière thématique. Qu'est-ce qui vous donne vraiment confiance dans une salle ou dans un coach? Bon, alors là, comme tu le sais, je suis pratiquant, mais je suis surtout professionnel du sport. Moi, si je devais choisir un coach aujourd'hui, c'est vraiment le côté honnêteté et communication, parce que c'est ça, à mon avis, le cœur du sujet, c'est que s'il y a des objectifs, s'il y a des problématiques qu'on rencontre, si on veut faire sauter les barrières, il va falloir discuter à un moment donné. Je te parle pas de psychologie ou quoi que ce soit, hein, mais je te dis juste que si par exemple j'arrive pas à caler mes 5 entraînements par semaine, je vais essayer de savoir avec mon coach pourquoi je peux pas le faire, je vais lui donner mes problématiques, et lui va essayer de me faire sauter ses leviers, ou alors d'adapter le programme. Donc je pense que c'est vraiment le côté communication. Après la salle, comme je te le disais avant, peu importe en fait, du moment qu'il y a du matériel d'à peu près bonne qualité, que j'ai mes barres, mes haltères et quelques machines que j'aime bien, au final j'irai un peu partout. Mais là je suis implanté dans ma salle depuis maintenant 5 ans, donc je bouge pas parce que j'ai l'habitude d'être là et c'est cool. Selon vous, une salle de sport aujourd'hui, j'ai oublié une ligne. Selon vous, qu'est-ce qui peut réellement différencier une salle de sport aujourd'hui de manière durable? Bon, je pense que actuellement, ce qui va vraiment sortir, on voit ça avec la recrudescence de Honor hein, dans le milieu, avec leur approche ultra agressive et leur visuel hyper Instagrammable en fait. C'est vraiment la DA du truc qui va peut-être plus orienter quelqu'un à aller dans une salle ou dans une autre, ou alors le relationnel qu'il va y avoir avec un membre du staff à l'accueil si c'est après une visite par exemple. Je pense que c'est si tu te décides à aller voir plusieurs salles, une à une, et de faire ton choix, je pense que tu vas y aller et tu vas te dire c'est la personne avec qui j'ai eu le meilleur match avec qui tu vas signer et rien d'autre. Par contre, si derrière tu fais ton inscription en ligne, je pense que ça va être juste au visuel et tu vas te dire Honor c'est cool, ils ont des salles noires et rouges avec des néons partout et puis c'est stylé et machin, mais du coup pour les photos ça va être génial. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a vachement cette vision-là maintenant. Après, et aussi, il y aura aussi le nom de la salle, tout simplement. Si tu t'appelles Fitness Park, forcément, tu imposes directement par la marque sur le marché. Donc je pense que c'est un mélange un peu de tout ça. Donc la DA, le côté vraiment purement notoriété et le feeling avec les gens en dernier point si tu t'inscris directement sur place. Je suis enrhumé comme pas possible, c'est terrible. Niveau budget économie, pourquoi payer un loyer à Fitness Park pour pouvoir exercer alors que vous pouvez tout simplement vous diriger vers une salle qui cherche des coachs pour des cours collectifs, etc. Alors déjà tout simplement parce que j'ai décidé de ne pas passer la double mention en tant que coach sportif, donc je n'ai uniquement la possibilité de faire ou des cours en individuel, donc du personnel training, ou alors des small group training, qui est différent d'un cours collectif, qui va être plutôt basé sur un concept type step, body combat, enfin ce genre de choses, biking et tout et tout. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'était de passer du coup cette mention uniquement à haltérophilie musculation qui me permet de coacher en individuel. Pourquoi? Parce que je veux mettre l'humain
au centre de tout. Je veux être capable de vraiment accompagner une personne comme il faut, plutôt qu'essayer de brasser du volume et de faire bouger plein de gens. Du coup, ça, c'est le parti pris que j'ai pris, c'est vraiment aller au bout de la chose, au bout du process, avec une personne par une personne. Et du coup, ça me plaît énormément plus. Euh, à côté de ça, il y a aussi le côté entrepreneuriat. Le fait de payer un loyer maintenant, c'est quelque chose qui est normal pour les coachs comme moi en personal training. Il y a très peu de salles qui fournissent des coachs, enfin qui emploient des coachs uniquement pour du personal training et vraiment gérer les adhérences. Ça voudrait dire aussi avoir des salles qui sont haut de gamme. Du coup, ça existe, hein. Mais ça va être dans des studios de coaching où les coachs vont être payés par la salle. Ça arrive, mais c'est pas non plus le plus gros du métier. Derrière, le côté entrepreneuriat, bah forcément, parce que j'ai pas envie qu'on me dise quoi faire. J'ai envie d'avoir mes horaires, la possibilité de gérer ma clientèle et justement d'avoir toute la responsabilité de ce que je fais, de ce que je gagne, enfin, de mon travail au final. Et je veux pas pouvoir blâmer quelqu'un d'autre si jamais j'ai des problématiques dans mon boulot, des pertes de salaire, des pertes, des pertes de temps, n'importe quoi. Mais en tout cas, je veux être vraiment purement responsable de mon business. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis orienté sur l'auto-entrepreneuriat. Euh, alors, qu'est-ce qui crée, selon vous, une vraie relation de confiance entre le coach et un adhérent? Bah, comme je te le disais tout à l'heure aussi, c'est la communication, forcément. Bah, comment dire, la relation de confiance, elle s'établit par là, avant tout. C'est juste, bah, toi, par exemple, t'es mon élève, bah, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas me faire des points, des retours, et moi, en toute bienveillance, je vais essayer de te dire actuellement ce qu'il en est. Je vais pas hésiter à te faire des critiques constructives, encore une fois, bienveillantes, pour essayer d'adapter au mieux et t'orienter vers ton objectif. Mais par contre, ça va nécessiter de la communication, toi, de la transparence sur les choses que je mets en place et comment je le fais. Et moi, après, essayer de te dire les choses aussi comme elles sont et de te dire comment tu peux t'améliorer. Qu'est-ce qui vous différencie personnellement des autres coachs? Eh ben écoute, j'en sais rien. Si tu demandais j'ai envie de te laisser répondre à cette question parce que bah, je t'ai eu comme élève, mais dans l'idée, je pense quand même que je suis probablement suffisamment bienveillant et à l'écoute de mes clients. Généralement, c'est le point qui ressort le plus quand je demande pourquoi moi et pas un autre. C'est le côté souriant, on passe un bon moment, on s'amuse assez alors que c'est ludique en même temps. Et du coup, bah forcément, ça crée des liens. Après, je pense que tous les coachs créent des liens comme ça avec leurs élèves, j'espère en tout cas. Et enfin, je sais pas, en tout cas, j'essaye de faire les choses au mieux de manière générale. J'essaie d'apporter un suivi, d'apporter des commentaires, d'apporter vraiment de la plus-value et j'essaie de traiter mes élèves comme j'aimerais être traité par un professionnel. Donc, du coup, j'essaie de faire au mieux. Voilà. Je sais pas si la réponse se suffira. Avez-vous plus de coaching en présentiel ou en ligne? Alors, actuellement, j'ai 17 coachings en présentiel pour 2 personnes en ligne. Pourquoi? Parce que je travaille en salle de sport, donc j'essaye surtout de commercialiser des coachings en présentiel. Parce que bah, je paye un loyer, il faut le rentabiliser. Et ça m'intéresse plus d'avoir le contact client physique avec la personne pour pouvoir corriger les personnes. Maintenant, je suis pas réfractaire au coaching en ligne, au contraire, j'essaie de le développer un peu, mais ça passe du coup ou par une orientation via la salle de sport où je vais plus mettre en avant mes formules en ligne, sauf que bah, forcément, elles sont aussi moins chères, moins complètes, moins haut de gamme en soi, donc du coup, enfin, c'est vraiment la solution de repli si quelqu'un a besoin d'un petit budget et qu'on se voit qu'une fois de temps en temps. Mais sinon, j'essaie vraiment d'accompagner au maximum les personnes, comme je te le disais. Donc, du coup, ça passe aussi par des séances où on se voit. Derrière, il faudrait que je développe un petit peu plus mes réseaux sociaux pour avoir une influence extérieure et on va dire ne pas avoir les œufs dans le même panier et d'avoir des prospects un peu différents et du coup, ceux-là, les récupérer pour faire du coaching en ligne. Et selon vous, qu'est-ce qu'un bon coach aujourd'hui ne se doit surtout pas négliger? Alors, écoute, je pense que je vais répondre en plusieurs temps. Il y a plusieurs choses que moi me semblent indispensables pour être coach. En tout cas, je vais te parler comme un coach indépendant et pas un coach salarié. Premièrement, c'est l'image du coach. Je pense qu'il faut avoir un minimum. Déjà, c'est un coach qui s'entraîne pour commencer. Un coach qui a l'air propre sur lui, à qui on a envie d'aller parler, qui a l'air bienveillant, souriant, etc. Enfin, vraiment le B à bas, mais quelqu'un qui a l'air humainement tenable. Donc vraiment le côté image, forcément, on dit que l'habit fait pas le moine, mais quand même, donc il faut quand même soigner ça. Derrière, je pense aussi que sur le côté purement
entrepreneurial, bah, il va falloir aller prospecter, il va falloir ne pas hésiter à aller voir des gens pour leur dire que t'es là, parce que bah, sinon, un bon coach, c'est aussi un coach qui sait se vendre, donc du coup, forcément, il va falloir passer par cette étape. Et la troisième chose, c'est la qualité de ton suivi, et ça passe souvent par je sais pas, la mise en place d'une application, par exemple. Je vois encore des coachs qui font des PDF à leurs clients, et je trouve ça, à l'heure d'aujourd'hui, je trouve ça vraiment pas normal qu'un coach qui a plusieurs clients ne soit pas capable de payer pour avoir une application et avoir une interface qui est propre et ergonomique pour le client. Parce que ça semble logique maintenant de ne pas lire des PDF, de pas faire des retours sur un vieux bloc-notes tout pourri, et essayer d'avoir vraiment un truc qui fait professionnel. En fait, encore une fois, l'image pour avoir un côté un peu premium, parce que bah, si tu veux faire des prestats à 10 balles, libre à toi, mais si tu veux faire un minimum de travail productif, va falloir mettre les moyens aussi pour réussir. Et forcément, bah, le côté relationnel, hein. Donc le côté relationnel, c'est d'être la personne bienveillante à l'écoute qui regarde, qui rigole avec ses clients et qui leur apporte réellement quelque chose. Parce que s'il n'y a pas de résultat derrière, encore une fois, bah, t'es bien mignon, mais t'auras juste payé un coach pour pas grand chose, quoi.